gens pensent que l'or c'est compliqué. Ça peut l'être, mais de base, quand on est un particulier, non, ça l'est pas tant que ça. Pensez que l'or c'est réservé aux riches. Ce n'est pas vrai, c'est même le contraire. Et ce que je veux dire ne va malheureusement pas rassurer les gens. Je pense que c'est un domaine qui est très très porteur pour les années qui suivent. Et moi le conseil que je donnerais, c'est débrouille-toi, même si à la base c'était pas ta cam, de te débrouiller pour savoir comment fonctionnent les machines que tu vas utiliser. L'art du prompt est fondamental. C'est pour ça que nous, chez nous, par exemple, on a monté des formations en interne sur l'IA, le no-code. Fais-toi confiance, lâche-toi, agis et tu vas voir, ça va bien se passer. Du coup, on va rentrer directement dans le dur. Première question que, on va dire, la majorité des gens vont se poser. Pourquoi investir dans l'or ? Pourquoi investir dans l'or ? Alors je dirais qu'on a peut-être malheureusement aujourd'hui une réponse assez criante, c'est que quand le reste est incertain, que l'on se pose des questions, que certains actifs ne rapportent pas ce qu'ils devraient rapporter, mais bien comme on est avec l'or sur un actif qui est un peu contre-cyclique, qui a tendance à répliquer à l'inverse ce qui se passe sur les autres, et bien ce qu'on perd d'un côté, on a tendance à le gagner avec l'or. Donc là typiquement en ce moment, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on a un dollar qui s'affaiblit, et bien en face on a un or qui prend de la valeur. Quand on a des taux d'intérêt sur des actifs, sur le coup monétaire ou de dette, qui sont censés rapporter, qui à ce moment-là rapportent moins parce qu'il a été décidé que les taux devaient être baissiers, et bien ça c'est plutôt porteur pour l'or parce que les gens se disent la monnaie rapporte moins, je vais aller sur une valeur sécure qui est l'or. Donc voilà, ça c'est un raisonnement un petit peu financier et aujourd'hui en 2025. Après on peut prendre un peu plus de recul et se dire en fait ce raisonnement limite ça fait 5000 ans qu'on le tient. L'or a été une monnaie à plusieurs reprises depuis on va dire facilement 4000, 5000 ans. Alors des monnaies qui disent plus ou moins leur nom mais à l'époque des Égyptiens, quand on pouvait sur un marché à bestiaux se payer une vache avec de l'or, c'était une forme de monnaie. Même si aujourd'hui on n'est plus dans les temps or, mais il y a des pays qui se créent des équilibres de balance de paiement avec de l'or. Donc l'or se remonétise. Il se remonétise tellement d'ailleurs que aujourd'hui on fait des comparaisons et on va dire aujourd'hui l'or est la deuxième réserve de change au monde après le dollar dans les banques centrales. Ça tu vas pouvoir nous en parler, t'inquiète pas, tu vas pouvoir nous développer tout ça. C'est la fameuse pourquoi investir dans l'or, mais ça tu vas bien nous l'expliquer, la fameuse valeur refuge. Exactement. Maintenant t'es bien gentil Jean-François, pourquoi investir dans l'or ? Comment investir dans l'or ? Si aujourd'hui on est un Français, un particulier, vaut mieux acheter des pièces. Rapidement, pourquoi ? Moi en tête je peux acheter de l'or via des ETF simplifiés, je peux acheter de l'or via mon lingot, je peux acheter de l'or via des pièces, je peux acheter de l'or via des métaux que je vais acheter. Exactement. Alors déjà, ce qu'il ne faut pas acheter. Je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, les bijoux en tant que tels, eux, par exemple, on va éviter de les acheter parce qu'on se perd de suite la TVA. Donc quelqu'un qui se fait plaisir pour des raisons esthétiques, etc., avec du bijou, c'est très bien. Sur un plan d'investissement, c'est moins bon. Alors par contre, il y a des bonnes méthodes de sécuriser une épargne avec les bijoux, mais ça, on peut en reparler plus tard. Les ETF, tu en parlais, mais les ETF, alors c'est super bien, mais c'est plutôt pour ceux qui achètent le matin et qui revendent le soir, voire même une heure après. On est sur un actif qui justement est pas cher, est liquide, qui suit strictement le cours de l'or, ça c'est très sympa, mais on a un problème de contrepartie, c'est-à-dire que il faut faire confiance à l'émetteur. L'émetteur s'il fait faillite, eh bien le produit qui en est issu fait faillite avec. Et c'est le cas des ETF. Les ETF rentrent dans le bilan des sociétés qui les émettent. C'est intéressant quand on est trader, pas quand on est un particulier. Il y a les mines aussi. Je dis pas qu'il faut pas acheter des mines, je dis pas qu'il faut pas acheter des ETF, je dis pas qu'il faut pas acheter des bijoux. Oui. Mais dans cette logique d'investissement pour quelque part bénéficier pleinement des avantages de l'or, c'est pas la panacée. Les mines, c'est aussi pareil. Pour une raison différente, c'est que les mines, c'est avant tout des entreprises. Donc quand on investit dans une mine d'or, en fait, avant d'investir dans l'or, on investit d'abord dans une entreprise dont le métier va être tout ou partie autour de l'or. Mais ça veut pas dire que si cette mine est mal gérée, en plein cours haussier, elle peut parfaitement faire faillite. Donc là, on est encore sur autre chose. À la fin, qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est l'or physique. Donc là, on pourrait parler de lingots et de pièces. Mais moi, finalement, je préfère retenir que les pièces parce que les lingots, sauf dans une logique de digitalisation, mais ne sont pas sécables. On va pas prendre un couteau à beurre et couper son lingot. Donc l'avantage des pièces, c'est qu'elles sont facilement monnayables. Et puis si on prend des pièces plutôt avec des modules petits, donc quand je dis petits modules, c'est des pièces qui vont faire un quart d'once, un dixième, même un vingtième, voire même 1 gramme. Voilà, on a quelque chose qui est facilement revendable. Il y a toujours quelqu'un pour l'acheter. Ça nécessite pas beaucoup de fonds, quoi. Un dixième d'once, ça va être aux alentours de 400 €, quoi. Qu'on a un ordre d'idée pour tout le monde, un lingot c'est quoi, 50, 60 000 ? Non,
maintenant, un lingot aujourd'hui, c'est plus de 100 000 euros en fait. Un lingot de 1 kg, on est à 104 000 à l'instant. Les pièces classiques à investir, on peut démarrer à partir de... Les pièces classiques, aujourd'hui, les Napoléons, on est aux alentours de 600 euros. Donc ça c'est intéressant. Mais je dirais même, ça commence presque à devenir gros. C'est pour ça que maintenant, les plus petits modules, les 1/10, les 1/20, commencent à devenir peut-être les nouvelles normes. Alors il faut faire attention, 1 gramme par exemple, ça peut devenir compliqué parce qu'on peut avoir de la TVA. Donc si c'est pas correctement modélisé et acheté dans les bonnes conditions, on peut se retrouver avec des produits avec de la TVA dessus. Donc il faut faire quand même attention et se rapprocher des bons professionnels pour ça. Donc globalement, voilà, aujourd'hui, je dirais que ce qui est entre 1/20, 1/10 et 1/4 d'once, ça devient les poids les plus intéressants. Bon, évidemment, il y a le Napoléon qui reste la pièce emblématique, mais voilà, il y a quasiment 6 grammes d'or pur dedans. Okay. Donc 6 grammes aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus de 600 euros. Ça, on va y revenir après, vraiment en notion de valeur refuge, mais pour simplifier au max, pourquoi, comment on a vu, c'est quoi les risques à investir dans l'or? Est-ce qu'il y a de la fraude? Je sais pas, vraiment les questions bêtes. De la fraude. Sans parler de la fraude, les risques à investir dans l'or. De la fraude, il peut y en avoir. Des faux produits, il peut y en avoir aussi. Donc là, l'idée, c'est de passer par des intermédiaires dont le métier est de les reconnaître. Nous, typiquement, ça nous arrive tous les jours de récupérer des pièces auprès de professionnels ou de particuliers. Et ça nous arrive régulièrement de trouver dedans des pièces qui sont pas les pièces attendues. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est les retourner à l'expéditeur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre métier. Alors que si on est un particulier, on va peut-être pas ni avoir les réflexes, ni avoir non plus les outils. Alors les outils, c'est les méthodes, et aussi des fois les vrais appareils. Par exemple, un spectromètre, ça coûte 20 000 euros. On va pas s'acheter un spectromètre à 20 000 euros pour analyser 10 Napoléons à 600 ou 700, quoi. Donc on passe par des gens qui sont en posture d'avoir le matériel qui va bien. Donc la grosse problématique sur l'or physique, c'est que au final, ça ne soit pas de l'or, mais du chocolat. Voilà, ça peut être le risque. Ça arrive par exemple d'avoir des faux Napoléons, mais le plus souvent, nous, ce qu'on a vu le plus souvent, c'est ce qu'on appelle des faux pour servir, c'est-à-dire des Napoléons qui ont vraiment la bonne teneur en or, mais qui n'ont pas été frappés par la monnaie de Paris, mais par des faussaires. Et alors là, je vais rebondir sur notre truc. Ça a été fait à une époque où la prime sur ces pièces était extrêmement élevée, c'est-à-dire que les gens étaient prêts à payer le double du Napoléon pour... Tu peux nous expliquer rapidement le concept de prime? Ah oui, ça mais c'est hyper important, en effet. En fait, la prime, c'est la survaleur que va prendre la pièce ou le produit par rapport... Ou la sous-valeur? Ouais, ou la sous-valeur aussi, ouais. Mais on va voir que la sous-valeur, finalement, elle a moins de sens. Mais en tout cas, on parle de survaleur par rapport à ce même produit dont on ne retiendrait que la valeur ramenée à la valeur de l'or. Donc si par exemple on a un produit qui pèse 10 grammes, quelle est la valeur de ces 10 grammes remis en perspective du cours, et si on voit que ce produit il se vend X% plus cher que cette valeur, et bien là cette différence c'est la fameuse prime. Et cette prime elle s'observe pour différentes raisons. Alors déjà il y a des produits sans prime, typiquement les lingots, il y a quasiment pas de prime dessus, parce que les lingots ils se ressemblent tous, ils font oui, c'est vrai ils font 1 kilo machin, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de marque en fait, enfin si il y a des marques mais que personne connaît, donc tout le monde s'en fiche, donc on va pas réclamer un lingot Umicore plus qu'un lingot Valcambi plus qu'un lingot Métalor, quoi. En fait, les particuliers s'en fichent, quoi. Par contre, les particuliers vont être plus à même de dire moi je veux un Napoléon, ou moi je veux un Krugerrand, ou moi je veux un Eagle, pour plein de raisons. On est à la limite des fois de l'affectif ou de l'émotionnel, mais on s'en fiche, ça compte énormément. Et donc ces pièces, quand tout le monde veut les mêmes, à un moment donné c'est l'offre et la demande. C'est une sorte de spéculation sur l'avenir, un peu, la prime. Oui, mais qui se traduit effectivement dans le présent. C'est-à-dire que je donne un exemple très clair. Imaginons, on est en septembre 2008. Les marchés financiers sont en train de s'effondrer parce qu'on est en pleine crise des subprimes. Lehman Brothers vient de s'effondrer, etc. Bon, c'est la grosse cata. Donc les marchés se prennent moins 30, moins 40. Un truc drôle au passage, les lingots se prennent moins 20. Quand je dis les lingots, c'est le cours de l'or. Sur une période de 15 jours, le cours de l'or a perdu 20%. Parce que tout le monde veut revendre. Exactement, parce qu'à ce moment-là, tout le monde veut revendre pour équilibrer ses pertes. Parce que l'or vaut trop bien sa valeur. Ah mais exactement, mais non, mais totalement. C'est-à-dire que c'est pas à un moment où les gens croient moins à l'or. Non, ils y croient tellement. Et comme ils avaient accumulé déjà des super gains sur l'or depuis des mois ou des années, là ils disent, de toute façon je perds 30-40, sur quoi je suis en train de gagner 30-40? Ah bah tiens, je gagne 30-40 sur l'or. Boum, je vends mon or. Sauf que quand tout le monde vend l'or, bim, ça perd de la valeur. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est quand même dans une crise. Donc les gens, et peut-être plus les particuliers, à ce moment-là se disent, moi, voilà, j'ai peur, je vais acheter de l'or. Si on est français, qu'est-ce qu'on va acheter? Bon, acheter une Napoléon. Parce que dans l'esprit, l'or c'est le Napoléon. Mais quand tout le monde veut du Napoléon à ce moment-là, et qu'au même moment, ceux qui pourraient être vendeurs ne veulent pas vendre, à plus forte raison quand ils voient que le cours a baissé de 20%, et bien il n'y a pas assez de Napoléon sur le marché. Et bien typiquement en septembre 2008,
quand le cours de l'or baissait de 20% pour les raisons qu'on a évoquées pendant une quinzaine de jours, au même moment, le Napoléon prenait 50. Donc, sur quelqu'un qui avait du lingot, il perdait 20. Quelqu'un qui avait du Napoléon gagnait 50, et donc de manière nette, par rapport à l'or tout court, il gagnait 20 en fait. En plus, avec le problème de la liquidité du lingot. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un point fondamental qui s'est revu entre avril et mai 2020 pendant la crise Covid, parce que globalement, pareil, on s'est tapé à moins de 30, moins de 40 sur la bourse. C'était l'époque où on avait le pétrole qui était en prix négatif. Oui, je m'en rappelle. Moins de $30 le baril de pétrole. Ils s'en débarrassaient. Oui, parce que les mecs, ils ne savaient pas se faire livrer au 50e étage. Oui, ou ça leur coûtait trop cher de le stocker, même de mémoire, je crois. Oui, mais alors de le stocker, parce qu'il n'avait jamais été prévu qu'ils soient obligés de le stocker parce qu'ils allaient se le faire livrer. Or là, globalement, j'ai un pétrolier avec X milliers de tonnes de pétrole, je vous le livre à quel étage? C'est pas un livreur DHL, quoi. Là, on ne sait pas faire ça. Donc, on est prêt à payer pour ne pas avoir ce genre de problème. C'est super drôle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu à cette période-là. Donc, on avait, pareil, une baisse du cours de l'or pendant quelques jours et une hausse sur la prime des Napoléons qui compensait largement la baisse. Alors, je fais un petit aparté sur ce qui se passe en ce moment. Je sais que tu allais me poser la question, mais j'anticipe. Est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Mais si tu veux, on peut en reparler. Mais quelque chose qui nous indique... Tant que tu es, vas-y. Mais quelque chose qui nous indique qu'on n'est pas dans une bulle à l'instant où on se parle, c'est que les primes des pièces n'ont pas flambé. Ok. Voilà, il n'y a pas cette pression qu'on peut imaginer. On va y revenir un petit peu sur la valeur refuge, mais ça fait plusieurs fois que tu le dis, qu'on a un ordre d'idée, j'en ai aucun ordre d'idée. Le marché de l'or, tu parles beaucoup des particuliers. On va dire, c'est quoi le marché des particuliers, la proportion par rapport au marché des professionnels, des États, des choses comme ça. On va y revenir. Pourquoi ils stockent de l'or, etc. Non, mais le marché des particuliers à l'échelle mondiale, pour des pièces et des lingots, c'est relativement faible en fait. Okay. Aujourd'hui, le marché mondial de l'or, il est drivé essentiellement par les bijoux, c'est 40-50%. Et quelque part, l'or d'investissement dans certains pays, c'est là qu'on le retrouve en fait, dans les bijoux. Et c'est là où finalement, ce que je disais au début doit être modéré parce que j'ai apporté qu'une vision française. Mais finalement, la vision internationale, c'est oui, le bijou est peut-être le premier produit d'investissement pour les particuliers, juste que il faut pas qu'il y ait de TVA ou peu, ou voilà, qu'il y ait une culture autour de ça. Ensuite, on a les ETF qui aujourd'hui occupent une part importante. Et après, ça va se partager à peu près 20% chacun. Okay. Les ETF, les banques centrales et les banques tout court, et les banques, et l'ordre d'investissement des banques et des particuliers. Tu vois, on va être un peu dans ce rayon à plus ou moins 15-20% chacun. Et à la fin de mes résiduels, on a l'industrie. Ok, donc le marché du bijou, c'est vraiment énorme. Ah, mais c'est ce qui, en période normale... Et c'est l'exemple que tu aimes bien, je me rappelle, la dernière fois, j'en avais parlé, ton extracteur d'or en Amérique du Sud. Exactement. Et ton Indien qui veut se marier. Exactement. Et que ça régule le marché mais totalement. automatiquement. Là, typiquement, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Comme là, on a un cours de l'or qui devient très élevé. À l'instant où on se parle, on a les Indiens qui se calment un petit peu sur l'achat de bijoux. Okay. Donc, bon, ça n'a pas suffisamment d'impact parce qu'aujourd'hui, on a des drivers très importants sur justement la finance. Mais c'est quelque chose qui va avoir son petit impact dans quelques mois, je pense. Donc, l'or, valeur refuge, on va rentrer un peu plus dans la technicité. Là, tu vas nous apprendre plein de choses. Mais j'ai envie de te dire, je me le suis noté, moi, il y a aussi, je vais me dire, on va dire ce qui est tangible, ce qui est physique. Je vais me dire, mais pourquoi j'achèterais pas aussi de l'art, des œuvres d'art? Pourquoi j'achèterais pas des voitures de collection? Ouais. Pourquoi est-ce que j'achèterais pas des montres? La fameuse l'immobilier valeur refuge, tous les magazines, l'immobilier valeur refuge ou l'or valeur refuge d'ailleurs. Ouais, alors là il faut pas tous les mélanger. Moi je dirais déjà, l'or est une forme d'assurance du reste de son patrimoine et notamment des choses qui sont aujourd'hui, qui occupent quand même pas mal de place, qui vont être notamment l'immobilier, mais pour ceux qui vont aussi les actions, les obligues, etc. Donc l'or est un peu le pendant de tout ça. Voulant dire qu'il faut ça pour légitimer d'acheter de l'or, quoi. Si t'as des liquidités, si t'as de l'IMO, si t'as des actions, il te faut de l'or pour équilibrer un peu tout ça. C'est ce que comprennent d'ailleurs même les robots de trading, c'est ce qu'ils font de manière naturelle. Hein. Ils achètent les actions de Tartampion et hop, ils vont acheter de l'or pour s'équilibrer. Bon, l'immobilier, tu le rentres là-dedans. Par contre, tout ce qui est œuvres d'art, forêt, vin, etc., sont des classes un petit peu à part que je rentre dans la logique plus de diversification. Alors, souvent, certains rentrent l'or et le bitcoin dans la diversification. Pour moi, c'est pas la diversification, c'est du contre-cyclique, c'est autre chose. Les œuvres d'art et compagnie, c'est dans cette logique de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, aussi peut-être de se faire plaisir, être sur des actifs qui ont des règles de jeu qui sont très différentes
différentes et qui en gros ne soient pas des règles du jeu euro. Ok. Parce que quand on gratte un petit peu, on se rend compte que la plupart des investissements sont des investissements qui sont de près ou de loin liés à l'euro ou au dollar. Donc voilà, les œuvres d'art, la forêt, etc. Finalement, ça a d'autres règles du jeu. Et pour autant, c'est pas comparable à l'or parce que ce sont pas des assurances incendie du reste du patrimoine. C'est vraiment de la pure diversification pour se dire, tiens, j'achète autre chose parce que je suis déjà très exposé sur ça et ça. Mais ça veut pas dire que quand tu vas avoir un problème avec ton IMO ou avec tes euros, etc., à ce moment-là, tu vas te dire, je vais vendre ma forêt. Ben non, ta forêt, elle est pas liquide, tu pourras pas la vendre. Tu vas pas nécessairement vendre tes œuvres d'art parce que si toi, t'es la personne qui a besoin de se débarrasser, on va te voir venir. Donc les œuvres d'art, il faut plutôt les vendre ou les forêts quand presque on n'a pas besoin, quand les autres sont demandeurs. Tu profites du marché. Okay. Donc ce qui est complètement différent de l'or, parce que l'or, lui, il a une énorme liquidité. Tout à l'heure, je parlais de sa place qu'il occupait en tant que réserve de valeur, aujourd'hui deuxième réserve de change au monde après le dollar, devant l'euro. Il a même dépassé les bons du trésor américain. Troisième alors. Hein? Dans les volumes d'échange, il était quatrième, je crois que tu disais. Alors, non, alors dans les volumes d'échange, c'est encore autre chose. Dans les volumes d'échange, oui, dans le top 2, top 3, quoi. Le par premier, rapport à la liquidité. Par rapport à la liquidité, ouais. C'est les échanges. Et après, il y a les volumes détenus. Okay. Et il y a la liquidité. Et dans la liquidité, on est voilà, dans un top 3 aussi, quoi. Donc on est sur un actif où il n'y a pas de vente aux enchères de l'or, il n'y a pas besoin. Il y a des marchés qui sont suffisamment dynamiques. Quand tu échanges sur rien que le marché de Londres, 1000 tonnes par jour. Oui, tu l'avais dit, c'est énorme. C'est un truc, tu t'as dit 1000 tonnes, quoi. Tu vois, c'est pas. Alors que les œuvres d'art, c'est de la vente aux enchères. Donc c'est d'autres règles du jeu. Puis des fois, je vais peut-être caricaturer, mais des fois sur des artistes qui ont peut-être été créés par leurs mécènes. Oui. Donc à un moment donné, qui est le dernier qui va fermer la porte? Tu vois ce que je veux dire? Donc ta réponse, c'est que les autres, ça n'a rien à voir parce que ça reste quand même du spéculatif, alors que l'or reste quand même vraiment conservateur, je sais pas comment ça se dit. Ouais. Il y a quoi d'autre du coup à part mais tu vois, je n'insulte pas les autres, voilà. les autres actifs, tu vois. Mais tu l'as très bien dit, c'est fait pour se diversifier. Ouais, c'est vraiment... Et tu l'as aussi dit, tu as eu l'honnêteté de le dire, l'or, c'est dans un second temps, quand on a commencé à investir, pour garantir un peu le patrimoine. D'ailleurs, on va y revenir à pas selon. Mais tu sais, l'or, je vais te dire un truc, proportionnellement, tu en as plus besoin quand tu as une petite épargne et pourquoi? où tu n'as que des euros. Ah oui, si oui, ok. Mais oui, parce que quand tu as une petite épargne. J'allais dire petit patrimoine. Non, mais petite épargne, finalement, tu n'as que des euros. Oui. Tu vois, une petite épargne, ça commence avec quelqu'un. Je te prends un exemple, tiens, un jeune actif, il a 15-20 000 balles sur différents comptes, etc. Mais il n'a pas encore assez pour acheter un bien immobilier. Ouais. Mais par contre, il a 15-20 000 balles. Et bien, c'est lui qui doit avoir 20 ou 30% d'or. Parce que là, son euro, là. Il perd de la valeur. Il perd de la valeur, il est exposé, il est 100% exposé à tous les risques. Il est exposé à sa banque ou à ses banques. Donc, il a une exposition bancaire. Il a une exposition à l'inflation. Il a une exposition même ne serait-ce qu'à la valeur intrinsèque de sa monnaie. Ça peut changer du jour au lendemain. Je vais pas dire que l'euro, c'est la livre turque, mais enfin, ça peut quand même être bien impacté. Donc lui, il lui faut bien 20-30% sous forme d'or. Tu vois quoi d'autre comme valeur refuge qui jouerait le même rôle que l'or, toi? En fait, comment dire? Pour moi, une valeur... Il y en a pas. Non, mais attends. Pour moi, une valeur refuge, en mon sens, pour moi, c'est quelque chose que tu dois pouvoir dégainer quand tu en as besoin et même en acceptant de pouvoir perdre de la valeur dessus. Okay. Mais une valeur que tu perds, mais que tu acceptes de perdre parce que c'est une valeur qui est moindre par rapport à celle que tu perdrais sur l'actif que tu es censé protéger. Donc imaginons, je reprends mon fameux jeune de 25-30 ans 15 000 euros. Qui avait 15-20 000 balles et il se retrouve dans une crise inflationniste parce qu'il y a un Black Swan quelconque qui s'est passé et sa monnaie perd de la valeur, ce qui fait qu'à la fin de l'année, il peut s'acheter 15% de choses en moins, quoi. Et bien peut-être qu'à ce moment-là, il avait de l'or, mais il avait peut-être aussi du Bitcoin et il va se dire, tiens, lequel des deux a perdu moins que 15%, voire même évidemment tant mieux a même gagné, pour que je le vende maintenant et que je limite ma perte, que je limite, voire même que j'éponge, voire même que je positive. Ouais. En fait, le raisonnement, il est là. Moi, à titre perso, c'est même le raisonnement que je fais sur ma propre boîte, puisque nous, on est par design extrêmement exposé à l'or, non pas parce qu'on en a un stock. Moi, je nous interdis chez Ocoff. Parce que tu dépends de l'or. Eh ben nous, on dépend de l'or. Ah oui. Donc ça veut dire que si moi j'étais en plus exposé à l'or pour des raisons de stock, je serais sur un effet ciseau doublement exposé. Donc nous, qu'est-ce qu'on a observé chez Ocoff? C'est que les cryptos ont un cycle qui leur est propre. Enfin, Bitcoin a un cycle qui lui est propre et qui est globalement, je dirais, antagoniste de celui de l'or.
Pas tout le temps, mais statistiquement, plutôt oui. Et bien nous, il nous semble naturel d'être plutôt exposé sur le Bitcoin comme réserve de valeur de trésor chez Ocoffre, plutôt que sur de l'euro, parce qu'évidemment, l'euro, nous, voilà, on sait comment on est câblé. Pour moi, l'euro, le dollar, c'est pareil. Et on peut pas aller sur l'or, parce que l'or, on aurait un effet ciseau quand on a un problème à régler. Mais en fait, quelque part, un particulier ou même une entreprise doivent raisonner comme ça. C'est-à-dire, quel est mon actif, quel est son risque, et donc qu'est-ce qui est contre-cyclique de cet actif. Donc l'or est contre-cyclique de l'euro, mais potentiellement sur des cycles un peu communs, voire même des fois à la marge, eh bien le Bitcoin peut être contre-cyclique de l'euro aussi pour des raisons différentes. Souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est que Bitcoin et or, ils ont un objectif commun, c'est juste qu'ils n'ont pas le même pan de la montagne à gravir. Oui. Quoi. Un, parce que déjà il a commencé à gravir la montagne il y a 5000 ans, l'autre il a commencé hier, mais ils ont quand même un même objectif. Et ils le prennent pas du même côté. Et puis il y en a un, comme il est jeune, peut-être qu'il va se permettre de le faire à la verticale, alors que l'autre c'est peut-être un peu plus comme ça. En fait, c'est ça que je vois. Donc dire que le Bitcoin puisse être un actif de sécurisation d'un portefeuille, ça peut paraître un petit peu extrême, mais si on raisonne cycle et couverture, philosophique, c'est le même, pas le même but, mais c'est la même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Super intéressant. Le but commun, il est le même. Hein, c'est quand nos monnaies seront arrivées à zéro, et on y arrivera malheureusement, je pense, dans pas trop de temps, on verra qu'est-ce qui reste comme outil monétaire du quotidien pour tout simplement faire nos courses, quoi. Et moi, je crois à un bimétallisme Bitcoin or pour un futur plus ou moins proche, parce que basiquement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les monnaies de banque centrale ne font que répliquer nos monnaies dettes. Donc, pour moi, la future monnaie banque centrale européenne ou toute chose qui pourrait y ressembler, pour moi, c'est l'équivalent des assignats au 18e, quoi. Donc, qu'est-ce qui est externe à ce genre de modèle? Et quand on gratte, il n'y a pas grand-chose, en fait. Ouais. L'or, il est là, puisqu'aujourd'hui, c'est une monnaie, de facto. Et le Bitcoin est en train de planter les jalons de quelque chose de solide pour le futur. Voilà. Très intéressant. Est-ce qu'on peut devenir riche avec l'or? Alors ça, c'est le truc que je dis très souvent. C'est que surtout l'or, de base, quand on sait comment l'acheter, ça nous évite clairement de devenir pauvre. Mais peut-être, et c'est là où c'est pas nécessairement ultra positif, mais c'est un peu comme dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est-à-dire que quand tu as une perte de valeur massive sur tout le reste, et que l'or, lui, s'est planté là comme répliquant inverse de la valeur du reste, bien oui, tu vas être riche par défaut, parce que quand la marée était basse, toi, t'étais le seul à avoir un maillot de bain, quoi. Est-ce que ça, c'est positif? Je sais pas. C'est ce que tu disais la dernière fois, ça m'a marqué. Tu disais l'or, mathématiquement, je pense, va augmenter, mais si ça augmente beaucoup, c'est pas forcément bon signe. Non. Mais non, parce que en fait, l'or, moi, c'est ce que je dis. Tu deviendras riche, mais dans mon univers, l'or, il est plat, quoi. Ouais, tu deviendras riche, mais dans quel monde? Ouais, mais tu vas devenir riche dans un monde de pauvres. Ouais. C'est surtout ça, quoi. Et là, aujourd'hui, la France, on se prend la tête sur des sujets, mais malheureusement, on n'a pas le début du commencement de savoir ce que c'est qu'être vraiment pauvre en France, quoi. Il faut un peu voyager, quoi. Il faut vraiment voyager pour savoir ce que c'est que la pauvreté. Là, tu prêches un convaincu, 40 pays, je rentre, je suis content d'avoir de l'eau chaude un match. Mais la bonne barre, là, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est pour ça que j'adore voyager, d'ailleurs. Ah ouais. On va rentrer un peu plus dans le technique. Si je suis perdu, moi, je me permettrai de te couper. Parce que la plupart des gens ne seront pas pas aussi compétents que moi, mais sûrement, il y en a encore moins compétents que moi aussi. Je m'étais noté ça par rapport aux banques centrales. Selon toi, et si tu peux nous expliquer ton point de vue et même carrément la réponse, est-ce qu'elles accumulent de l'or par conviction ou par nécessité stratégique? Et pourquoi elles en accumulent? Les banques centrales sont froides comme des serpents. Donc la notion de conviction, pour moi, derrière la conviction, il y a une forme d'engagement, voire même d'idéologie, etc. Donc non, pour moi, c'est plutôt de la stratégie, comme au jeu d'échecs. Aujourd'hui, on est sur un monde qui devient clairement bipolaire. On se posait encore la question il y a peut-être 1 an, 6 mois, mais les choses vont tellement vite. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, après notamment les défilés qu'on a pu voir récemment à Tiananmen, ils se tenaient tous la main avec derrière les lance-missiles. Bon, je me dis franchement, bon voilà, enfin, ça rappelle un peu 38, quoi. Donc dans un autre genre, oui. Mais clairement, voilà, on est sur deux pôles opposés, parce que des antagonismes, des visions différentes. Et je suis même pas en posture de dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. C'est juste que bon, aujourd'hui, pour nous, il y a des gens qui nous semblent brutaux
Et peut-être que pour eux, on apparaît comme des crétins. Voilà, donc je sais pas où se trouve la bonne posture. En tout état de cause, nous ici, on est en France et donc on est dans un de ces deux camps. Et je pense que c'est compliqué d'être sur les deux en même temps. Donc à mon avis, il faut choisir. Et quelque part, l'or et la stratégie de ces pays pour exprimer monétairement parlant, votre dollar, on n'en veut pas. Parce que votre dollar, déjà, c'est votre dollar, mais ça pourrait être notre problème et on veut pas que ça soit notre problème. On veut pouvoir vous faire la guerre sans que vous nous coupiez nos systèmes de paiement, etc. Parce que c'est ce qui se passera. On ne partage pas votre culture. Vos films, ils nous intéressent pas, on s'en fout en fait. Ce que vous buvez, ce que vous mangez, ça ne nous intéresse pas non plus. Et aujourd'hui, tout ce que vous êtes est représenté par ce dollar qui est en fait votre modèle économique. C'est-à-dire que le dollar, et quand je dis le dollar, c'est le dollar, l'euro, etc., oui, est l'outil de ce modèle économique. Et comme étant le modèle de cet outil, de ce modèle économique, il en a toutes les règles, il fixe les règles de fonctionnement. Et bien quand on utilise le dollar, forcément qu'on va dans une certaine direction. Car utiliser le dollar ou l'euro, c'est se dire on va dans la direction, typiquement je caricature mais à peine, d'un monde d'une croissance infinie, alors qu'on est dans un monde fini. Et donc je ne sais pas si c'est volontaire de leur part, je ne crois pas trop en fait. Mais choisir des actifs finis, typiquement comme l'or, oui, ou comme certains pays qui sont allés vers le bitcoin, c'est déjà idéologiquement, mais malgré tout stratégiquement aussi, choisir quelque chose qui est radicalement à l'opposé de ce qu'est le dollar ou l'euro. Donc ça c'est très questionnant, ce qui fait que de manière étonnante, bon ça n'a pas de lien de cause à effet, mais on critique très souvent les Chinois qui finalement, par exemple sur leur bilan carbone dégueulasse, etc. Mais c'est de moins en moins vrai quoi. Donc là c'est quelque chose qu'on essaie de se faire croire pour se rassurer, mais aujourd'hui les Chinois eux non plus n'ont pas envie d'avoir des villes dégueulasses. Moi j'étais à Shanghai il y a pile poil 10 ans, et il y a 10 ans je voyais circuler dans les rues des scooters qui me semblaient très très anciens, qui avaient à peu près 10 ans et qui étaient des scooters électriques. Okay. Donc ça veut dire que nous, là où on se prend la tête à se dire qu'on est ceci, cela, ouais, les Chinois, ça fait 20 ans qu'ils ont envie de l'être aussi. Alors oui, on va critiquer qu'ils nous vendent leurs panneaux solaires faits avec du charbon. Certes, il y en a. Aujourd'hui, les Chinois sont les premiers fabricants de centrales nucléaires au monde. Parce que globalement, ils ont compris que pour décarboner, c'est ça. Et puis finalement, c'est moins sale que le charbon. Ça fait moins de morts tous les ans, parce que le nombre de morts liés à des centrales nucléaires, on les compte. Ceux liés aux particules fines, là, ça se compte en centaines, voire en millions de morts par an. Ça, les Chinois l'ont parfaitement compris, eux aussi. Ils ont des hôpitaux qui ne veulent pas nécessairement remplir de gens qui s'étouffent parce qu'ils respirent mal. Donc, mais bref, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut voyager. Est-ce que c'est possible d'avoir une hausse ou une baisse brutale de l'or, et qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Alors, la hausse de l'or, on connaît un peu les leviers, c'est classique, c'est les fameux Black Swan, donc le truc qui n'est pas prévu, bam, bon voilà, ça fait partir l'or à la hausse. Les choses prévues font partir l'or à la hausse aussi, donc typiquement une annonce de baisse de taux d'intérêt, rien que le fait d'annoncer, bam, ça fait partir à la hausse. Il suffit qu'on soit déjà quasiment à une encablure d'un record, sachant que quand on annonce une baisse de taux d'intérêt, généralement, ça crée une hausse facile de 5 à 10%. Et si on était à 3% du record, bam, on passe au-dessus. Et quand on passe au-dessus d'un record, on est dans une zone où il n'y a plus vraiment de règles. Et donc à ce moment-là, le marché peut s'auto-entretenir, c'est-à-dire que les gens, voyant qu'on est sur des records, ils veulent pas louper le suivant, donc ils achètent. Et là, le risque, c'est rentrer dans une bulle. Ouais. Ou alors, il y a encore une nouvelle annonce qui se passe, et cette nouvelle annonce pousse encore l'or encore plus loin. Et là, typiquement, on est en ce moment là-dedans. On est un peu, pas en zone de surchauffe, parce que justement, on le voit pas sur les primes, mais on est quand même sur voilà, des records qui n'arrêtent pas de s'accumuler. Il ne faudrait pas que ça devienne autoréalisateur. C'est-à-dire que le record crée le record. Oui. Ça peut être le risque. Pour l'instant, je ne le vois pas immédiatement du fait des primes, ce qui fait qu'il va y avoir une baisse, mais je ne vois pas de manière immédiate une énorme baisse. Il y aura une baisse, il en faut une, et qui peut être, pour moi, peut-être une baisse qui sera accompagnée d'un plateau, le temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Après, un plateau qui peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin 2 ans, j'y crois pas. Mais je ne vois pas une baisse de 30%, par exemple. Ça, j'y crois moyennement, parce que ça voudrait dire qu'on aurait réglé certains problèmes. Alors, c'est possible, hein. Si typiquement, là,
à Gaza, hop, voilà, les choses se réorganisent, on libère des otages, Netanyahou est un peu calmé. Ça peut faire partie des annonces porteuses pour une baisse de l'or. Imaginons qu'il y ait une solution, même moche, qui soit trouvée, qui fasse que la guerre en Ukraine soit sur une forme de pause ou de statu quo. Bam, là, ça peut être du moins 20, moins 30. Et qu'est-ce qui peut faire une baisse brutale? Ah ben, les baisses brutales, c'est vraiment une annonce. Hein. Ok. Donc la géopolitique a un impact direct et énorme sur... Ah mais clairement, mais je te prends un exemple récent d'annonce que moi j'attendais en fait parce que c'était une des rares fois où justement on avait acheté de l'or. Alors tu vois, mais c'était une époque où il avait été à un niveau relativement bas. On s'était dit ce n'est pas possible, donc là on va en prendre un petit peu et on le revend. T'as craqué. Ouais, mais oui, mais parce que là j'étais quasi sûr de mon coup. Et je me dis on le revend quand ils annoncent le vaccin contre le Covid. En novembre ils annoncent le vaccin contre le Covid, donc immédiatement je le revends et effectivement le cours de l'or a consolidé dans les heures et les jours qui ont suivi. Parce que ça fait partie de ces éléments qui font baisser le stress ambiant. Donc c'est pour ça que je te dis, moi, le stress ambiant là, qui ferait baisser l'or, c'est Gaza, ça se calme, l'Ukraine, ça se pacifie, les Chinois et les Américains trouvent une forme de tranquillité pendant quelques temps parce qu'il y a un accord, je sais pas, Trump, voilà, dans sa folie de vouloir devenir prix Nobel de la paix, il a sorti un truc inattendu et voilà, ça peut être ça pour moi, ouais, clairement. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas les monnaies qui auraient un impact brutal, ça j'y crois pas du tout, puisqu'on est sur des monnaies avec perte de valeur lente, mais perte de valeur certaine. Donc là, non, il y a rien là-dessus. Les taux d'intérêt vivent leur vie, mais si à un moment donné on repartait sur une hausse de taux d'intérêt à cause d'une inflation, comme ça se fait de manière graduelle, eh bien l'or perdrait de la valeur, peut-être de manière graduelle, et encore dans ce cas-là, pour l'avoir observé récemment, si le contexte macroéco reste ce qu'il est, on n'aurait pas une perte de valeur de l'or, on aurait surtout un plateau. Si on observe l'or là sur les 4 dernières années, on les voit ces plateaux où on attend. Et si on regrette un petit peu ce qui se passait à l'époque, c'était pourtant des moments où on avait des nouvelles hausses de taux d'intérêt, tout comme ça, des choses qui normalement devraient vraiment fortement faire baisser l'or. En fait non, parce qu'on est pris dans un étau. Ok, d'un côté on a les hausses de taux d'intérêt, mais de l'autre on a toujours des incertitudes. Donc c'est un peu comme deux aimants qui font qu'on a quelque chose qui circule entre les deux sans toucher les bords. Okay. Voilà, il suffit qu'il y en ait un qui disparaisse et là boum. Super intéressant. Allez, on va parler un petit peu business, de ton business, mais de business de manière générale. Je vais profiter de t'avoir pour commencer sur ce qui te concerne. Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton domaine et de ce que tu fais? Alors si je parle de mon domaine, considérant que mon domaine c'est les métaux précieux, et ce que je vais dire ne va malheureusement pas rassurer les gens, je pense que c'est un domaine qui est très très porteur pour les années qui suivent. Voilà, moi j'adorerais que les gens achètent de l'or quand le monde se porte bien. J'adorerais que les gens achètent de l'or, par exemple en 2000, quand il est à $200, parce qu'à ce moment-là, personne ne s'y intéresse, tout le monde veut acheter des dot-com. Et pour moi, les gens un peu sages, c'est le moment où il faut acheter de l'or. Évidemment, il faut aussi malheureusement en acheter aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où on est encore qu'au début. Donc, sur mon business, on est sur effectivement une activité qui est porteuse. Et c'est pas parce que c'est porteur qu'il faut se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que nous, on a un devoir de performance et d'innovation par rapport à notre clientèle. Là, il y a encore quelques jours, on était en plein dans les audits. Donc, ça va permettre de faire la transition en toute. Moi, j'ai été client au coffre Veracash et je n'ai plus d'or, pas bien. Et ouais, parce que t'as cru qu'on atteignait des niveaux super élevés. Pas du tout. C'était une période où je m'étais vraiment. Je faisais un petit portefeuille équilibré, actions, immobilier et un peu or. Et là, j'ai plus. Donc, il n'y a aucune affiliation. D'ailleurs, encore merci de prendre du temps, Jean-François. Mais ça va nous permettre d'un peu de faire la transition rapidement sur ce que tu fais. C'est aussi, ça me permet de pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser au coffre, pourquoi utiliser Veracash, pourquoi utiliser ce que vous faites et pourquoi aussi ne pas l'utiliser rapidement sur un peu balayer ce que tu fais. Et me parler aussi, je trouvais ça super intéressant, ce que tu disais tout à l'heure sur les bijoux. Ah oui, mais justement. Donc, exactement. Un peu tout ce que tu fais rapidement après. Alors déjà, au coffre, Veracash et puis même dans un autre domaine, Cryptcool, ne sont pas des sociétés qui ont été pensées dans une logique de trading, même si nous on sait faire. Pour preuve, à une époque, on a eu une plateforme autour du diamant qui était une stricte plateforme de trading. Ça, c'était entre les années 2013 et 2018, qu'on a malheureusement dû fermer. Donc non,
non, c'est pas le cas parce que nous, ce que je voulais, c'était toucher le grand public, et donc être dans une logique d'abstraction de cette complexité que peut être une plateforme justement de trading pour que l'utilisateur ne voit pas la complexité. Voilà, nous on a abstrait cette complexité pour délivrer quelque chose de simple à utiliser. Et donc quelque part, nous sur une plateforme comme Ocoff ou Veracash, il y a des carnets d'ordre, mais ils sont invisibles du client parce que mettre en place des carnets d'ordre, on considère que ça serait une déviance du service que l'on veut proposer. On veut que les gens utilisent Ocoff pour se sécuriser sur le moyen et le long terme, pas pour qu'ils jouent avec soir et matin. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais pour ça, limite, il faut aller sur les ETF. C'est ce que j'allais dire. C'est super bien. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête? Aller sur de l'or physique, donc à contre-emploi pour faire du trading. Et en plus, les gens ne comprendraient pas. Nos tarifs seraient pas du tout adaptés. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a des outils pour ça. Les ETF sont très bien faits. Vous voulez faire du trading, les ETF, c'est cool. Vous voulez vous sécuriser sur le moyen et le long terme, Ocoff, sur le coup, ça se plante là et c'est bien meilleur que les ETF. On est sur du physique à 100%, qui se négocie de manière super simple, même quand tout est bloqué. Je peux rapidement expliquer que chaque pièce est numérotée, etc. Ouais. Pour la revente, c'est liquide, c'est facile, même si on est bloqué pendant le Covid, etc. Exactement. Rapidement, si tu peux, c'est super intéressant quand même. Nous, déjà, dans le système, on a à peu près 1 500 000 produits qui sont rentrés. Ils sont tous individualisés avec un numéro, une photo à vert et revers. Et daté. Dans le cas des pièces, c'est millésimé. Oui. Et si c'est des pièces que nous, par exemple, on a frappées parce que ce sont des verres à valeur, on grave dessus un numéro. En fait, on se débrouille pour que les produits aient un numéro soit intrinsèque, soit un numéro qui accompagne parce que c'est un blister avec un numéro dessus. Mais donc, quelqu'un qui achète une pièce, c'est bien cette pièce-là et pas celle du voisin. Donc ça, c'est un peu un des points clés de notre offre. Point important, c'est que même si c'est des métaux physiques, on est quand même dans un écosystème digital. Et l'avantage, et c'est l'intérêt finalement de Ocoff, c'est qu'on peut faire des transactions même quand on est bloqué à la maison. C'est ce qui s'est passé pendant le grand confinement. On était bloqué à la maison, on n'avait pas le droit de sortir. Les boutiques de rachat d'or étaient fermées et les chambres fortes des banques étaient fermées. Donc tu avais de l'or à la maison, tu pouvais pas le vendre dans une boutique. Mais pire que ça, tu avais ton or dans ton coffre à la banque. C'était toujours ton or, mais tu pouvais pas y aller parce que la porte qui t'appartient pas, elle était fermée. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut sur l'or. L'or, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse devenir facile à revendre à l'instant que tu souhaites. Ouais. Et là, on n'est pas sur un modèle de vente aux enchères, comme je disais tout à l'heure, on est sur des modèles où à tout instant, il y a toujours un acheteur. Même si l'acheteur final, c'est une fonderie, même si c'est une banque de métal, même toujours quelqu'un qui achète. Donc ça, c'est le gros intérêt avec Ocoff, c'est justement cette abstraction de complexité pour délivrer un service simple et lisible à la clientèle. Veracash, c'est un usage un peu différent. On vise moins le moyen long terme, on vise plus le dynamisme et l'immédiateté. Toujours pas dans une logique de trading, mais quand je dis immédiateté, dans le quotidien. C'est-à-dire avec Veracash, quand je le décide, je peux payer avec de l'or. Alors, c'est quand je le décide. En fait, il faut raisonner comme un frontalier suisse. C'est à quel moment ma monnaie est forte. Quand ma monnaie est forte, je vais l'utiliser parce qu'une facture qui me coûterait 100, avec ma monnaie forte, elle va me coûter 98, 95 ou voire même 80. Voilà, c'est ce genre de raisonnement. Alors évidemment, on dépense, mais on recrédite. Donc on dépense quand la monnaie est forte et on rachète quand la monnaie est faible. Donc on fait tout le temps des allées-venues comme ça, ce qui fait que ce qu'il y a côté Ocoff, en fait, on n'y touche pas. On est plutôt dans une logique de consolider, le renforcer tous les mois en rajoutant un tout petit peu. Chez nous, c'est ce qu'on appelle le LSP, c'est un DCA fléché en fait, où les gens ils ont des avantages à faire ça. Globalement, ils ne payent pas de frais de garde parce qu'ils rajoutent un tout petit peu tous les mois. Ça, c'est la logique Ocoff. Ouais, je me rappelle. Et la logique Veracash, c'est l'or est plutôt bas, j'en achète, l'or est plutôt haut, je dépense. Ce qui fait que je suis toujours sur un modèle où l'or me rapporte d'une manière ou d'une autre. Voilà. Okay. Ça, c'est Veracash. Et je fais juste un petit aparté sur Cryptcool, parce qu'il y a quand même de l'or sur Cryptcool aussi, qui est une plateforme strictement orientée crypto-monnaie. Donc, quand je dis crypto-monnaie, en fait, c'est plutôt Bitcoin et Ethereum, et dans laquelle on a rajouté un troisième actif qui est le VeraOne. Et le VeraOne, pour ceux qui le connaissent déjà, aujourd'hui, c'est un des rares tokens adossés à de l'or physique dans le monde et qui permet de faire des paires Bitcoin VeraOne, Ethereum VeraOne, etc. Et comme on est dans un pays fiscalisé, quand on fait des paires comme ça, ça permet d'échanger l'un contre l'autre sans être fiscalisé. Génial ça. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de Cryptcool, c'est d'être positionné sur les cryptos, pareil de manière simple mais solide, et de pouvoir faire des arbitrages très régulièrement sans se faire trop démonter fiscalement et de manière simple, pas avoir 3 ou 4
manière de revendre ou d'échanger. Il n'y en a qu'une et c'est la bonne. Rapidement, l'histoire, comment t'en es arrivé à faire ça? C'était toi qui voulais investir dans l'or de mémoire? Ouais, tout à fait. T'as résolvé ton propre problème. Ouais, je t'en avais parlé la fois d'avant. Non, c'est la fois où je t'ai rencontré à une conférence. Ouais. Moi, avant tout, je suis entrepreneur. Et donc, un entrepreneur, son objectif, c'est de résoudre des problèmes et d'essayer de se projeter stratégiquement parlant dans le futur, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Donc, bon futur, c'est comment maximiser ce bon futur. Mauvais, c'est comment minimiser cet impact. Et en permanence, on réfléchit comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis. En permanence, je réfléchis aux deux. Le plan A est génial. Le plan B, c'est la cata. Et donc, typiquement, en 2006, je me dis, voilà, mon agence de traduction, c'est ce que j'avais à l'époque. Et je l'ai eu d'ailleurs pendant 18 ans, donc l'histoire a continué. Il se passe quoi s'il y a une crise économique? S'il y a une crise économique, mon activité va s'arrêter parce que les traductions, personne n'en voudra. Les gens vont se replier sur eux-mêmes et ils voudront d'abord assurer le quotidien. Donc, assurer le quotidien, c'est pas payer les traductions. Et le futur me l'a d'ailleurs confirmé. Et donc, je te passe les détails, mais ma conclusion était que sur une activité bas de bilan comme la mienne, donc la traduction, mais ça aurait pu être une agence de pub, c'était pareil. Traduction, aujourd'hui, tu serais mort, l'agence. Ouais, mais je l'ai coupé qu'en 2018. Ah ouais, parce qu'avec l'IA et tout. Ouais, aujourd'hui, oui, mais je l'ai coupé qu'en 2018 parce que en 2018, c'était ma première année en déficit. Et justement, comme je me projetais plus du tout sur l'avenir tel que moi, en fait, je l'avais modélisé, et puis j'avais pas trop de temps à essayer de me creuser, de réfléchir le truc, je dis bon, allez hop, on ferme l'affaire proprement, voilà. Et donc à cette époque-là, la conclusion c'était qu'il fallait acheter de l'or parce que ça allait être contre-cyclique de mon activité bas de bilan. Et comment on en achète? Et en France, j'ai rien trouvé qui me plaise. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais pas envie d'avoir de l'or à la maison parce que déjà cet or c'était pas pour moi mais pour mon entreprise. Et déjà ma conclusion c'est qu'il est hors de question d'avoir de l'or à une banque puisque justement on veut avec cet or se prémunir du problème de la banque. Je peux pas avoir dans ma banque un actif qui est là pour me prémunir du problème de cette banque. Ça n'a aucun sens. Donc moi, il fallait que je trouve un modèle qui me sécurise sur le fait que cet or, il existe physiquement quelque part et que je puisse, parce que je suis un homme du digital, l'acheter et le vendre comme je voulais. Donc il y avait des très bons business anglo-saxons et qui existent toujours. C'est des confrères en plus que je connais, qui sont super cool, qui faisaient ça plutôt bien, mais sur des lingots. Ça, en France, le lingot, c'est pas la culture. Déjà, c'est cher et c'est pas liquide, comme tu disais. Oui, mais tu peux le rendre liquide. En fait, tu peux digitaliser les transactions, être sur des modèles de fractionnement, etc. Oui. Nous-mêmes, on le fait, ça marche hyper bien. Mais la problématique, c'est culturel. Lingots et pièces en France, c'est plutôt pièces. Et puis, surtout la raison de la prime que je t'ai évoquée tout à l'heure. Là, le lingot ne gagne pas face à la pièce. En fait, les pièces, il faut les acheter quand les primes sont basses. Et naturellement, tu te rendras compte que tu les vendras quand les primes sont hautes parce que c'est le moment où tu as le couteau sous la gorge. Donc, le lingot, il gagne pas par rapport à ça. Le lingot, c'est éventuellement peut-être bien pour les entreprises, éventuellement. Ouais. Parce que tu es sur des gros volumes. Ton DAF, il voit que le cours de l'or, il est pas là pour se prendre la tête et réfléchir à la prime, machin. Il n'a pas nécessairement cette culture. Donc, c'est globalement assez lisible, le lingot. Pour les entreprises. Pour les particuliers, là, on mérite mieux, quoi. Okay. Ça me permet de faire la transition avec ce qui est potentiellement à venir, ce qu'on a échangé un petit peu tout à l'heure. Les bijoux, explique-nous un petit peu rapidement. Oui. Pareil, en fait, comme d'hab, tu as résolu un problème ou tu es en train de résoudre un problème et explique-nous un peu ça. Ouais, moi, basiquement. Et après, on va basculer sur le business aussi. Moi, depuis le tout début, je suis quand même sensible aux enjeux environnementaux parce que c'est mon équilibre personnel. Moi, mes parents étaient paysans, donc respecter son environnement, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, eux, ça l'était pour eux, et donc par transmission, ça l'est pour moi. Donc dès 2009, j'avais ce genre de sensibilité. Et nous, du fait de notre activité, aujourd'hui, on voit passer dans le cas de ce qu'on appelle la transmutation notamment, c'est-à-dire transformer de l'or non liquide en or qui est plus facile de revendre, quel que soit le contexte, notamment par le biais de Veracash. C'est un service qui est proposé chez Veracash. Finalement, on se retrouve à récupérer pas mal de bijoux. Et ces bijoux, on pourrait faire comme tous nos confrères. Grosso modo, je te coupe, que ça soit bien clair pour moi et pour tout le monde, c'est on récupère de l'or, on le fait fondre, on en fait des pièces ou autre et on revend. Pas du tout. En fait, ce qui se fait actuellement. C'est ce qui se fait actuellement, mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire en fait. C'est même pas ce qu'on fait d'ailleurs. Ce qui se fait actuellement, c'est on récupère de l'or, on le fond, on va en faire des pièces, on va faire ou pas du tout. Mais moi, l'avantage de pas venir de cet univers, de cette culture, en fait, c'est que globalement, je fais comme je veux, quoi. Alors, comment tu veux faire? Et donc, moi, ces bijoux, j'ai pas
envie de les faire fondre. Ok. Voilà, donc déjà, comme ils ne sont pas fondus, ils restent ce qu'ils sont. Comme nous, on est capable de les analyser, d'être certain de leur teneur, et puis on est toujours en possibilité, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, de rajouter un petit pouillem qui nous sécurise au cas où il faudrait quand même les faire fondre un jour ou l'autre. Donc ces bijoux, on les garde tels quels. On est un peu obligé quand même de les couper ou de les écraser. Voilà, on en fait un peu des Césars, quoi. Voilà, mais ils sont pas fondus. Ils partent au Port-Franc en zone sous-douane. Donc tout à l'heure je parlais de la problématique de TVA, là il n'y en a plus de problématique de TVA, et sur le coup même fiscalement il peut avoir un intérêt, c'est-à-dire que là où par rapport à du lingot, que nous à terme justement ces lingots petit à petit on va vouloir les remplacer plutôt par Sator Bijoux, on peut commencer à avoir un intérêt fiscal, transaction de dessous de 5 000 euros, voilà, au lieu d'être sur du 11,5 on est peut-être sur du 6,5, donc voilà, fiscalement il y a un intérêt, environnement parlant c'est intéressant. Les décotes au fur et à mesure des années c'est pareil, tu sais jusqu'à 22 ans quand tu fais de... oui, c'est de l'or. Ok. Donc ça c'est valable. En fait de toute façon ce que j'évoquais à une époque sur les jetons, bijoux et assimilés, là on n'est pas sur du jeton, on est sur du bijou. Donc c'est la même famille. Okay. Et donc comme c'est la même famille, ça reste de l'or malgré tout, qui peut être, lorsqu'il est vendu, perçu comme cet or qu'on peut utiliser comme si ça avait été à la base de l'investissement, il rentre dans les mêmes cases que les autres. Donc choix entre taxe forfaitaire ou taxe sur les plus-values, dégressive dans le temps à partir de la deuxième année, pour tomber à 0 au bout de 22. Okay. Et donc fiscalité 36,2 sur les plus-values dans ce cas-là. Donc là c'est le projet du moment, récupérer le plus brut possible, authentifier, certifier. Ouais, exactement. Tu comptes faire ça comment? Sous forme de plateforme, sous forme de photos, sous forme de comment les gens vont acheter ça? En fait aujourd'hui ils peuvent déjà l'acheter sur Ocoff parce que ça existe, c'est ce qu'on appelle le OZ, l'or zéro empreinte. Ça n'était pas à l'époque où je devais être client, ça. Non, exactement. L'OZ il doit avoir 2 ans. Et l'avantage de l'OZ c'est qu'aujourd'hui on peut même l'acheter sur du demi-gramme. Okay. Comme c'est en sous-douane hors TVA, il n'y a pas de sujet de notion d'or d'investissement. C'est-à-dire que lorsqu'on l'achète, de toute manière, évidemment, il ne coche pas la case hors investissement, mais il est en zone sous-douane, hors TVA. Donc on s'en fiche en fait. Il n'y a pas de TVA à payer dessus. Et il y reste. Et après à la revente, comme il a une typologie originale de bijoux, il se revend comme des bijoux, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit peu c'est à la fois cet intérêt de respect de l'environnement auquel je suis attentif, auquel les jeunes générations sont attentives, auquel peut-être d'autres générations sont peut-être un peu moins acculturées, mais limite c'est pas grave, parce qu'est-ce qu'elles vont voir, c'est que ça s'achète à peu près le même prix que de leur lingot, et que la fiscalité elle est meilleure. Donc de manière pragmatique, ils vont pouvoir se faire plaisir. C'est un peu comme si on allait acheter du bio, mais au même prix que le non bio. Okay. Bon, finalement ça plaît à tout le monde. De manière générale, comment est-ce que tu nous raconterais ton parcours entrepreneurial en plusieurs étapes? Moi, mon parcours entrepreneurial, il ressemble à mes premiers projets de vie professionnelle. Vu que j'ai une formation en architecture, mes premiers projets de vie professionnelle, c'était des projets d'architecture, quoi. C'était tel immeuble à construire, tel lycée à rénover, aller sur un projet, se débrouiller pour dérouler un cahier des charges qui soit le plus précis possible, savoir s'adapter aux événements, parce qu'il y a le cahier des charges, il y a ce qui se passe, et donc c'est savoir être agile pour dire tel escalier il est pas là, il est forcément 10 mètres à côté parce que il y avait tel truc qu'on avait oublié, le client avait demandé si. En fait la vie d'entrepreneur c'est ça, c'est savoir être adaptif sur un projet qui à la base était pourtant très carré, très modélisé. Et après, c'est peut-être savoir aussi s'arrêter quand le projet est abouti et qu'on n'est plus la personne adaptée pour faire la messe. Sur une cathédrale, il y a ceux qui en font le projet et il y a ceux qui font la messe. C'est pas le même boulot. Moi, c'est comme ça. Moi, je suis pas fait pour faire les messes. Ok. Pourquoi alors après? C'est-à-dire que ça reste quand même récent, mais après tant d'années, tu veux continuer dans l'or, ou tu continues dans l'or, ou peut-être que tu veux plus continuer dans l'or, tu as d'autres projets entrepreneuriaux? Non, moi j'ai d'autres projets entrepreneuriaux. Si tu veux nous les partager. Non, pas maintenant, parce que c'est un peu prématuré, mais j'ai d'autres projets qui n'ont rien à voir avec ça, mais qui pour moi sont des projets absolument cohérents par rapport à mon parcours de vie. Ça ne m'empêche pas d'être toujours très impliqué sur Ocoff, mais ça tombe bien, je suis dans la phase où moi je veux être moins dans l'opérationnel, et puis tel qu'on est structuré, il y a peut-être moins besoin de moi dans l'opérationnel. Il y a peut-être toujours besoin de moi sur la partie stratégie. Ça tombe bien, c'est ce qui m'intéresse toujours le plus. Donc voilà, je suis à un bon moment de la vie de cette boîte pour
être à la place qui va bien. En tout état de cause, moi je veux pas être, cette personne qui s'accroche sur les trucs ou dans le moins de détails ou qui va essayer de s'incruster dans toutes les réunions, machin. Si je m'incruste dans une réunion, c'est parce que sur cette réunion-là, je pense que je vais pouvoir apporter quelque chose sur la stratégie, la vision et le sens qui aurait peut-être été oublié ou perdu. Mais idéalement, j'ai normalement pas besoin d'être dans la deuxième. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées quand tu as créé Ocop, Veracash, etc. ou même toi dans l'entrepreneuriat de manière générale? Est-ce qu'il y a vraiment des vraies bonnes formations orientées management? Je pense que non, parce que je connais quand même plein de monde qui a fait des écoles sans pratiquer. Oui, mais en fait, je crois que c'est un des trucs les plus importants à apprendre, mais au final qui n'est délivré correctement dans aucune école, ni même une école de commerce. Tu donnes des cours en école encore? Là en ce moment j'ai vraiment plus le temps, ça m'est arrivé. Donné, hein, je crois, à l'époque. Ouais, j'en ai eu donné. Okay, ouais. Pardon, je t'ai coupé. Je continue à faire des jurys parce que ça c'est sympa, ça permet de voir globalement le type de professionnel qu'on aura dans 5 ou 10 ans. Donc ça permet d'avoir 5 ou 10 ans d'avance sur les gens qu'on aura recrutés plus tard. T'es un internel, t'es toujours dans le futur, en réflexion. Mais moi je suis payé pour ça. Hein. Ah oui, non mais... Tu vois, enfin je considère que ma mission c'est d'avoir la lunette et de regarder un petit peu loin parce que moi les collègues qui sont autour de moi sont extrêmement bons dans leurs tâches du quotidien et ça serait extrêmement perturbant si on inversait les rôles quoi. Donc non, là chacun doit être à sa place et ça crée l'équilibre qui est nécessaire quoi. Mais je t'ai coupé du coup sur les difficultés que tu as rencontrées. Non, mais les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que globalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, on m'a pas livré avec la Bible de comment gérer les gens dans leur diversité quoi. Donc gérer des gens qui sont super, en fait c'est facile, même s'ils sont dans la diversité, que des fois ils s'accrochent un petit peu parce qu'ils ont tous envie de bien faire mais ils sont pas câblés pareil. Là entre guillemets c'est challengeant mais on y arrive parce qu'on a envie de bien faire, de réussir. Donc voilà, ça se fait. Ça pour ça, limite, il n'y a pas trop besoin de bouquins. Si on a de bonne volonté, on y arrive, tout le monde comprend. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est des fois qu'on a géré des profils un peu âpres, voire brutaux. Quand je dis brutaux, c'est pas qu'on se colle des nions, parce que limite c'est presque facile, mais c'est plutôt des profils brutaux qui vont être de l'ordre de la manipulation, voire même de la perversion, et ça peut vraiment déstabiliser des équipes. Et là, le rôle d'un dirigeant, c'est d'appuyer sur le bouton pour que ces personnes soient satellisées et plutôt sur une orbite géostationnaire pour qu'elles ne retombent jamais. Enfin, en tout cas chez nous. Ou alors retomber en forme de poussière dans l'océan, moi ça me va bien. Donc ça, on n'est pas nécessairement câblé pour. Moi, je suis plutôt tranquille à la base. Donc ça, c'est jamais plaisant, mais s'il faut le faire, là, je vais au combat, quoi. Donc l'apprentissage. Et là, voilà, on n'est pas préparé pour ça. Moi, et pour en avoir parlé avec des jeunes en école de commerce, de management, etc. Les outils qui leur sont donnés sont très mauvais. Et donc malheureusement, ils découvrent en le faisant. Et je me dis finalement, c'est pas normal que il y a ceux qui ont ça intuitivement en eux et qui vont être très bons, et ceux qui malheureusement ne l'ont pas ont le droit d'être très bons professionnels par ailleurs. Et là, comment ils font pour attraper le gap qui manque? Alors oui, ils vont être accompagnés, tel coaching, tel accompagnement, mais ça fait pas toujours tout quoi. Donc ça a été le management. Ouais. C'est intéressant ça. Quel est le rôle aujourd'hui de l'IA ou de l'intelligence artificielle, enfin de l'intelligence artificielle dans l'or, dans le monde de l'or, ou même dans ton business de manière générale? Alors dans l'or, je ne sais pas. En tout état de cause, chez nous, on le voit comme un exosquelette, quoi. Okay. C'est-à-dire quelque chose qui nous augmente. On a vocation à tous l'utiliser quand on a besoin d'individuellement ou en groupe de s'augmenter. Pas pour nous supplanter. Oui. Chez nous, l'IA a remplacé absolument personne. Par contre, on est devenus tous augmentés. Okay. C'est-à-dire quelqu'un qui était à deux doigts d'avoir telle ou telle compétence, avec l'IA, le gap il est comblé largement. C'est-à-dire que c'est une personne qui reste capable de détecter le faux du vrai, parce qu'avec une IA c'est un peu nécessaire. L'IA est menteuse, l'IA des fois raconte des conneries, donc faut savoir passer outre ça. L'IA c'est très bien flatté, et ça on peut tomber dans la façon dont tu l'utilises déjà c'est biaisé. Moi je parle vraiment, je n'utilise pas du tout l'IA, mais la façon dont tu poses une question, je parle vraiment classique, un prompt ChatGPT, t'influences
influence la réponse en fait. Évidemment. Donc c'est énorme. Donc l'art du Moi, prompt, je suis niveau 0. Donc, l'art du prompt est fondamental. C'est pour ça que nous, chez nous, par exemple, on a monté des formations en interne sur l'IA, le no-code, pour s'acculturer à cette nouvelle manière de raisonner, et que les gens se sentent en capacité d'y aller, sans se dire je vais utiliser l'IA, elle va me remplacer. Mais non, au contraire. oui. Si tu l'utilises, il y a encore moins de chances qu'elle te remplace. Surtout si tu sais l'utiliser, on va bien le garder. Parce que tu vas la maîtriser. Et puis, commence-le maintenant. Plus tôt tu vas le commencer, moins tu le subiras. Donc nous, ça fait partie de ces choses où très vite on a proposé des formations, mais à tout le monde. 100% de la boîte y est passé. Tout le monde a eu sa formation IA, no code. Alors évidemment, il y en a qui ça va pas parler, mais au moins ils savent que ça existe. Ok, super. Je me rends pas plus compte de près ou de loin. Tu travailles avec combien de personnes ou tu fais travailler combien de personnes? Si on prend, même si de temps en temps des tâches freelance, contractuelles et salariés, etc. Ça fait combien? Nous aujourd'hui, vraiment les gens que je considère comme permanents, même s'ils sont des fois certains indépendants, c'est à peu près une 60aine de personnes. Ok, ça marche. Le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui va démarrer dans ton domaine, qui veut lancer une boîte, fintech, investissement, des choses comme ça? Ouais, alors quand tu dis dans mon domaine, c'est en fait qu'il va lancer une boîte. Tout court. Quel que soit le domaine, même si c'est pour fabriquer des yaourts ou n'importe quoi. Alors, c'est d'être suffisamment à géométrie variable pour savoir écouter les conseils qui lui sont donnés, parce que ça fait gagner du temps, et savoir les laisser de côté quand à un moment donné il se retrouve tout seul face à ses décisions. Et en fait ça c'est très complexe, parce qu'il est normal, tu montes ta boîte, il est normal d'aller voir ton expert comptable ou un commissaire aux apports ou voilà, parce que tu as des choses un peu à monter, et là ce sont des sachants, toi tu ne le sais pas, sauf si tu viens de ce milieu. Voir des avocats, parce que tu as peut-être des statuts à faire, pacte d'actionnaires, etc. L'IA va pas tout te faire, l'IA elle va te répondre poliment et elle va te faire potentiellement des grosses bêtises. Donc là il vaut mieux quand même que tu ailles voir des professionnels qui eux savent utiliser les IA pour leur sujet à eux. Voilà. Va pas croire que toi tu peux utiliser une IA pour gérer leur sujet à eux. Non, c'est pas comme ça. J'avais adoré cette phrase, c'est comme on disait tout à l'heure, l'IA va pas vous remplacer, quelqu'un qui sait la maîtriser, oui. Exactement. Donc tes conseils, oui, pardon, je t'ai coupé. Voilà. Donc une fois que tu as recueilli tout ça, c'est pas eux qui vont monter ton business. Donc ça va être clairement toi, et donc à ce moment-là, t'étant nourri de tout ça, tu vas un peu à ce moment-là l'oublier pour rentrer dans le risque qui t'est personnel, qui est celui de monter ta boîte. Ils vont pas le faire à ta place, ils vont pas te tenir la main, ils ont pas à te tenir la main, et là tu vas passer par une période de solitude où finalement tu vas devoir avancer seul. Et des fois les erreurs qui sont faites, c'est de continuer à trop écouter, et des fois à dire dans le monde d'un expert comptable, tout ressemble à une problématique d'expert comptable ou d'expertise comptable. Des chiffres et des cases. Exactement. Et donc globalement, tu peux avoir quelqu'un d'extrêmement doué là-dessus qui va te dire quelque chose qui est complètement à la masse par rapport au projet que tu veux faire. Et en fait, moi souvent ce que je dis, c'est que Ocoff n'aurait pas pu être lancé par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un avocat. Par contre, j'ai eu besoin d'eux pour le lancer. Okay. Mais à un moment donné, j'ai oublié ce qu'ils me racontaient. Donc c'est la subtilité entre, je confonds toujours les deux, écouter, entendre, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Okay. Ouais, au début, il faut absolument que tu les écoutes, mais à un moment donné, juste les entendre, c'est suffisant. Toi, plus t'avances, moins tu les écoutes. Alors non, pas du tout. Moi, c'est par phase. Tu vois, il y a des cycles dans la vie d'une entreprise, et donc il y a des cycles où effectivement tu dois écouter des conseils, tu te nourris de leurs conseils, et après une fois que tu t'es nourri de ça, tu digères comme tu veux. Tu vois, la digestion reste personnelle. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est d'être un éternel curieux, d'apprendre, et à un moment donné, de suivre un peu ton intuition. Quoi. Et à un moment donné, c'est toi qui le sens, c'est ta boîte, c'est ton truc. Et ouais. Alors, comme tu dis, il faut écouter. C'est pour ça que j'adore, moi, les gens avancés qui ont déjà fait, en fait. Tu vas demander le conseil à ton père, à ta mère. Ben, malheureusement, moi, ils sont pas dans ce domaine-là. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Et tiens, tu me parlais que toi, tu étais un éternel apprenant. Oui, ça, c'est aussi un point essentiel. C'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas envie qu'on te raconte la vie sur ce qui va être cœur de ton métier ou de ton activité, ça, il faut que tu débrouilles pour le maîtriser de bout en bout. Et quand je dis de bout en bout, imaginons, tu es à la base plutôt une formation plutôt théorique, etc. Mais tu as envie de te lancer sur une aventure industrielle. Tu as le droit. Eh ben, moi, le conseil que je donnerais, c'est débrouille-toi, même si à la base, c'était pas ta cam, de te débrouiller pour savoir comment fonctionnent les machines que tu vas utiliser. Sachant que c'est assez rapide quand même, mine de rien, je crois que c'est en 20 ou 25 heures que tu dépasses, on va dire, 90-95% des gens, et les 5% restants, t'en as pas forcément besoin. Et puis, je te dis un truc, lis les manuels. Oui. Non, mais oui, parce qu'un outil, quand tu le comprends, ça peut nourrir positivement ton activité en te disant, ah mais tiens, mon outil, il peut faire ça. Parce que souvent, tu veux te lancer sur des activités comme ça, tu vas peut-être t'inscrire
t'inspirer de concurrents, enfin de tes futurs concurrents, mais qui à ce moment-là sont juste des personnes que tu as observées. Tu dis, ah ouais, ça c'est cool, ils font ça bien, machin. Ou toi, tu as été peut-être client de ces gens. Donc tu te dis, ils font ça comme ça, machin. Moi, je veux faire ça comme ça, machin. Mais si tu, à ce moment-là, tu te reposes des questions comme si tu étais un novice, mais de zéro. Mais tu te dis, je pars de zéro, je veux arriver à 99% de connaissances. Et bien là, tu vas te contraindre à apprendre des choses qu'eux-mêmes n'ont peut-être plus le temps de faire ou ils ont perdu le fil depuis longtemps. Et à ce moment-là, tu vas devenir peut-être plus expert qu'eux. Et bien ça, il faut en profiter. Moi, typiquement, sur Rocoff, c'est ce qui s'est passé. Moi, en 2006, sur l'or, la finance, j'y connaissais absolument rien. Par contre, pendant 2 ans, j'ai potassé à fond le sujet. Je sais qu'au bout de ces 2 ans, j'étais plus expert que les fondateurs ou les gérants des boutiques de rachat d'or. Pas que je suis plus malin qu'eux, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'ils étaient sur leur activité avec moins de recul parce qu'ils avaient déjà une compétence qui était rodée sur des sujets qui étaient un peu toujours les mêmes. Donc forcément, à un moment donné, des trucs qui ne côtoyaient moins, mais ils l'avaient oublié. Mais moi, je l'avais pas oublié puisque je l'avais lu la veille. Ouais. Et bien ça te permet d'avoir une qualité pour créer une nouvelle activité qui est vraiment énorme. Et donc c'est pour ça que je dis, lisez les manuels des machines que vous allez installer dans vos usines. Il faut que vous soyez meilleur que le mec que vous mettrez à ce poste. Parce que le mec, lui, va dire, écoute garçon, la machine là sur laquelle tu me colles, je la connais par cœur, ça fait 30 ans que je bosse dessus. D'accord, mais peut-être ça fait 30 ans que tu bosses sur cette machine de la même manière. Moi, j'ai lu le manuel de cette machine, je sais que là, la telle fonctionnalité, peut-être que toi, tu l'as pas utilisée parce que dans la précédente mission que tu avais, tu n'as jamais eu à faire ce paramétrage, etc. Donc cette machine-là, elle fait des bordures noires. Vous ne le savez peut-être pas. Mais moi, je veux des bordures noires maintenant. Donc si toi, tu es capable de dire à quelqu'un qui va travailler pour toi, je veux des bordures noires, je sais que cette machine le fait, eh bien le mec, il va t'écouter, en plus, il va te respecter. Ouais. La connaissance c'est du pouvoir, et ça me fait rebondir à ce que tu dis, c'est des qualités, moi, que j'ai des personnes qui m'inspirent, un peu comme toi, hein, c'est l'humilité, j'aime pas la fausse humilité, mais éternellement se remettre en question et quand même être curieux. Car toi, tu es curieux, tu te remets en question, je n'ai pas de souci de repartir de zéro. Et ça, moi, j'aime bien aussi dire que, alors les diplômes ont une importance, mais toi, tu es bien placé pour le savoir. À la base, tu as diplôme dans les arts, et c'est en étant passionné ou par intérêt aussi de l'or que tu es devenu bien meilleur que certains, peut-être même diplômés. Il n'y a pas d'école d'or, je suppose, mais non, il n'y en a pas. Que ces choses-là. Il n'y en a pas. Ton plus gros échec, je vais te poser rapidement des questions un peu plus perso. Et ton plus gros échec, est-ce que tu en as appris? Oh, ben moi, mon plus gros échec, tout à l'heure, on parlait de ce qui avait été challengeant, c'est le management. Et moi, ça a été de laisser dans ma boîte, par 2 fois, des gens qui n'avaient pas à y rester plus que le temps de leur période d'essai. Okay. Parce que ça a été, sur le coup, impactant pour tous les autres. Je crois qu'il y a des études là-dessus, hein, que si tu mets une personne, grosso modo, pourrie dans ton équipe, ça te baisse toute l'équipe de... Voilà, Ah, mais si tu veux... Alors que si tu mets un brillant, c'est pas réciproque, ça tire pas tout non plus. Non, mais quand même. Ah oui, non, mais voilà. Ça pourrit vraiment. Hein. Moi, je te dis un truc, hein, si on prend une comparaison triviale, tu as déjà vu ça en observant une coupe à fruits ou à légumes. Tu mets une tomate pourrie au milieu des autres tomates, au bout de 2 jours, tu as toutes tes tomates pourries, quoi. Donc ton plus grand apprentissage et échec, ça a été la gestion du management chez le management. Ouais, c'est ça, des profils dangereux. Okay. Ça arrive pas à tout le monde, hein. Mais quand ça te tombe dessus, il faut savoir identifier comme tel, ou avoir donné les outils qui permettent à d'autres personnes de les identifier comme tel. Si par exemple toi t'es pas la personne en contact direct avec ces gens, par exemple toi t'es dirigeant et c'était N-3, tu veux pas faire du micromanagement, donc sur le coup t'es pas en permanence à mettre ton nez dans toute chose, tu fais confiance à ton management. Ben là, toi en tant que dirigeant, c'est mettre en place ces outils qui vont aider tes managers à eux-mêmes détecter ce qui pourrait être une déviance, tu vois. Ça me fait penser à une phrase qu'on m'a dit, je sais pas ce que t'en penses, toi qui est dans le business, qui connaît pas mal de personnes. On m'avait dit une fois, tôt ou tard, dans le business, un jour tu seras trahi. Bah bien sûr. Tu vois, moi j'étais un peu utopique, mais non, quand même, si tu fais bien les choses, tu fais de la prévention et tout, on m'a dit tôt ou tard tu seras arrivé, hein. Donc, ok. Ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, là on va parler que de boulot. Voilà, on laisse de côté le perso. Parce que j'aime pas, moi, tout le monde dit ouais, on apprend par l'échec. Oui, tout peut aussi bien. Tout peut aussi bien se passer, et quand ça se passe bien. Alors, moi je suis d'accord avec toi. Si tu as du recul, si tout se passe bien et que tu as comme d'hab l'humilité et le recul, t'en apprends autant. Non, mais alors attends, ça c'est. Ah, mais alors, là, tu viens de me donner une perche, et là je regrette parce que je viens de planter un collègue qui m'attend depuis 10 minutes, mais franchement, celle-là, il faut qu'on en parle. Ah, moi je suis d'accord avec toi. Il faut pas absolument échouer pour réussir. Non, mais c'est quasiment du bullshit. Moi, je vais te dire un truc. Donc, je vais reprendre l'activité d'architecte. Est-ce qu'on tolère qu'un architecte apprenne par l'échec? Est-ce qu'on tolère qu'un soignant apprenne de l'échec? Excusez, on a perdu 2-3 lingots, mais on a appris. Ouais, genre, quoi.
Non mais jamais quoi. Ça c'est un... C'est juste que ça te marque et que tu t'en rappelles tout Ouais, d'accord, et oui, voilà, tu essaies de le positiver. Là, tu prêches un mais je suis désolé, ça c'est du pur C'est pour ça que j'aime bien demander aussi quelle est ta plus grande réussite et ce que tu en as appris. Parce que moi, c'est comme d'hab, c'est si tu as du recul et que tu as réussi, ok, qu'est-ce qui a fait que là ça a marché? C'est tout aussi important que qu'est-ce qui a fait que là ça n'a pas marché. Ta plus grande réussite. Non, mais moi, ma plus grande réussite, je vais te dire un truc, c'est d'avoir pas imaginé que ça puisse être impossible et donc de faire des choses complètement folles, comme par exemple frapper une pièce en partenariat avec un pays ou lancer un instrument de paiement en moins de 20 ans. Ouais, exactement, et qui est aujourd'hui encore utilisé quasiment 13 ans après, en ayant relativement peu de concurrents. Alors, si on dit qu'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché, mais enfin, il y en a quand même un, en tout cas, puisque nous, tous les jours, il y a des clients qui s'en servent, donc ils sont plutôt heureux. Et donc, moi, les enseignements que je tire de ça, c'est que, à un moment donné, il faut justement pas se dire que c'est impossible pour pouvoir tenter quelque chose. Et sur un malentendu, ça peut marcher, comme disait l'autre. Voilà, donc ça c'est ce que ça m'a appris. C'est-à-dire, ouais, il faut y aller. Alors, il faut se donner les moyens d'y aller. C'est-à-dire que, typiquement, sur un modèle comme au coffre, il faut accepter que quand il y a des super années, on est là pour financer de l'innovation, essayer des choses qui peuvent rater. Et donc, quand tu es entrepreneur, tu deviens ton premier business angel. Moi, je suis investisseur quand même sur 2-3 activités, okay. Mais finalement pas plus que ça, parce que j'ai tellement déjà à faire dans mon groupe, soit des fonds d'entrepreneuriat ou nous-mêmes déjà sur des projets un peu compliqués qu'il faut financer, qu'il faut modéliser, etc. Ça prend quand même du temps. Et bon, on a l'avantage de connaître notre business, donc plus les risques qu'il peut y avoir à lancer quelque chose de nouveau. Bon, on n'est pas sur un modèle de réussite de 1 sur 10 comme on a quand on finance un projet qu'on ne connaît pas trop. Mais déjà arriver à être sur 2/3 de réussite, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais. C'est déjà pas mal. Donc voilà, moi ces réussites m'ont permis de me dire que voilà, même les choses des fois les plus folles pouvaient être possibles. Il faut juste quand même bien se préparer. Et j'en reviens toujours au boulot d'architecte. Déjà fait un bon plan, quoi. Déjà vois si sur le plan ça tient. Apprends à savoir faire des descentes de charge, comme ça t'évite d'avoir un escalier qui s'effondre ou un balcon. Là c'est un petit fléchage pour ceux qui sont bordelais et qui ont vu des balcons qui s'effondraient dans leur voisinage. Voilà, donc aussi travailler avec les bonnes personnes. Si tu travailles avec les bonnes personnes, les balcons ils s'effondrent pas. Être sur des modèles où t'as pas à prendre de l'échec, justement. Okay. Rapidement, parce on va s'excuser auprès du collègue, hein, mais ton plus grand rêve pour ta boîte ou même à titre perso? Moi, le plus grand rêve pour ma boîte, c'est qu'on puisse passer des caps où potentiellement je pourrais être le frein, soit par manque d'envie ou par manque de culture sur certains sujets, et que la boîte franchisse ses caps parce qu'elle doit les franchir. Ça tourne tellement que tu dis ok, j'ai même plus besoin d'être là, quoi. Ouais, exactement. Nul n'est indispensable, mais il faut à un moment donné que les choses soient organisées d'une certaine manière pour que on ait une forme d'ADN qui se perpétue sans la personne qui a été là pour insuffler cet ADN à la place. Donc ça, c'est des caps à passer et j'espère pouvoir les réussir évidemment donc avec la boîte et mes collègues. Ok. Ta plus grande peur à niveau pro ou pour ta boîte, au niveau pro de manière générale, hein? Que justement ça typiquement ça ne marche pas, et puis que moi je perde ce coup d'avance que j'ai eu statistiquement plus que l'inverse jusqu'à présent. Des fois évidemment je me plante comme tout le monde, mais si on a été là, c'est que tout simplement il y a eu 3 pas en avant et juste que 2 pas en arrière et pas l'inverse, et donc de savoir détecter à quel moment moi je pourrais être un frein là-dessus. Voilà, et que ça ne le devient pas. C'est-à-dire que soit écouter des signaux faibles, voire même des signaux très clairs. T'as pas envie d'être le vieux con de la boîte. Non, exactement, surtout pas. Là, j'aurais pitié pour moi-même. J'aurais pitié pour moi-même. Qu'est-ce que les gens pensent sur l'or ou ton domaine qui est totalement faux? Alors, les gens pensent que l'or c'est compliqué. Ça peut l'être, mais de base, quand on est un particulier, non, ça l'est pas tant que ça. Pensez que l'or c'est réservé aux riches. Ce n'est pas vrai, c'est même le contraire. Tu disais tout à l'heure l'exemple. Moins on a d'actifs, plus au contraire, proportionnellement, il faut avoir d'or. Parce que plus on est exposé. Exactement. Pensez que l'or, c'est sulfureux.
l'or peut être sulfureux comme l'internet est sulfureux, comme l'IA est sulfureuse. Tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a eu des millions de morts à cause de l'or, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. On en avait déjà parlé la dernière fois, il n'y a pas forcément besoin d'extraire plus d'or de mémoire. Non, exactement, parfaitement, on pourrait complètement fermer toutes les mines. Ok. Ça se passerait bien, quoi. Et je sais pas si ça s'est arrivé, des gens ou des choses qu'on a dit sur toi totalement fausses, pareil. Les trucs qui font jamais plaisir, c'est de se faire traiter d'arnaqueur parce que, par exemple, on augmente les frais de revente, on passe de 1% à 3%. Okay. Les gens, pendant des années, ils étaient habitués à quelque chose, donc là, ça change parce que c'était le modèle économique. Faut voyager. Oui, voilà, exactement. Non, puis tout simplement, il faut revoir les conditions générales qu'on accepte de sa banque, où là, ils font passer le triple, mais comme on ne lit pas, on accepte le triple, sans avoir lu. Comme nous, évidemment, on communique sur ce qui se passe, les gens de suite savent ce qui se passe. Okay. Donc là, ça fait jamais plaisir parce que les gens ne savent pas être à la fois clients, mais aussi raisonnables pour se dire oui, mais s'il augmente de 3%, est-ce que c'est pour se payer une Ferrari ou est-ce que c'est tout simplement pour que le modèle soit solide? Là, c'est typiquement pour que le modèle soit solide. Et des attaques personnelles là-dessus? Ouais, un petit peu, ouais. C'était arrivé des périodes. Bon, ça fait jamais plaisir, mais globalement, moi, je suis quand même globalement vachement entier. Donc, à un moment donné, la chance que j'ai, c'est que les gens voient en fait le sous-texte et ils se disent bon, le mec, il est sain quand même. Donc, voilà, là, finalement, c'est une remarque de gâter de la vie parce que globalement, il m'est arrivé relativement peu de choses comme ça, quoi. Une citation que t'aimes, une phrase que tu veux partager, un message. Ouais, tiens, là, tu me prends. Tu peux la laisser, je t'en pose une autre, elle reviendra après si tu veux. Ouais, ça viendra après. Allez, t'en as déjà un peu parlé, je pense, mais ce que tu dirais à toi-même, au petit Jean-François, au jeune Jean-François qui va se lancer, que ce soit dans le business de manière générale ou même qui lance son aventure dans l'or. Dans le business en général, continue d'écouter la petite voix. Alors c'est pas une petite voix de schizophrène, hein, mais c'est une petite voix qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe et qui potentiellement vous fait sortir de la norme ou d'une forme de routine dans laquelle on est, à ce moment-là on sache se lever, laisser en place ses affaires et aller suivre ce qu'il fallait suivre pour être dans la vie quelque part telle qu'elle nous attendait. Et moi ça m'est arrivé 2-3 fois et ça c'est des moments clés dont on se souvient à vie qui sont ces moments d'entrepreneur. Moi j'en ai parlé avec d'autres potes entrepreneurs, c'est un peu pareil. On se dit là il faut pas que je loupe. Okay. Donc là on était peut-être en train de faire un truc, là on laisse tout en plan, quoi. On prend son sac, on part. Je pense ça doit te parler. Moi une de mes préférées, si ce n'est ma préférée, c'est suivez votre cœur et votre intuition, ils connaissent déjà le chemin. À un moment donné, c'est tu le sens, comme tu dis. Et ben voilà, donc là tu m'as sorti la phrase. C'est vrai voilà. Suivez votre... Je vais te revenir après, mais si tu devais donner un conseil à tes enfants sur le business ou sur la gestion de leur patrimoine, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais votre patrimoine comme si pour X raison vous deviez être pauvre demain. Donc ça veut dire dès aujourd'hui, faites dès à présent les arbitrages qui vous permettront d'avoir une épargne robuste. J'ai pas dit résiliente. Résiliente, c'est juste arriver à supporter les choses mauvaises quand elles se présentent. Robuste, c'est par design. Le truc on le prend en ligne droite, quoi. C'est comme le Toyota qui traverse 1 mètre de flotte sans broncher et qui ressort de l'autre côté. Ça c'est robuste. Ok. Ils te demandent des conseils tes enfants sur le business, investissement? Pas vraiment, mais je pense que comme on me parle énormément, naturellement ils absorbent. par capillarité, et puis après l'idée c'est qu'ils fassent aussi leur propre chemin. Ils sont extrêmement différents les uns des autres, donc l'idée c'est aussi qu'ils aient une approche qui leur corresponde. Et l'épargne et l'investissement, ça reste aussi une approche personnelle. Il n'y a pas, oui, je suis d'accord. Comment dire, je sais pas, 60-40 ou 60-20-20, c'est peut-être bien en théorie pour certains, mais quand on gratte, à titre personnel, on se rend compte que peut-être qu'il faut faire autrement. Oui, l'entrepreneur nomade digital avec son solo business n'a pas les mêmes besoins que le cliché, un fonctionnaire père de famille avec 3 enfants. Mais bien sûr, enfin moi par exemple, je sais que moi à mon niveau, j'ai fait un peu tapis sur ma boîte, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? La performance, c'est la rémunération du risque. Mais ouais, donc ça veut dire qu'on est sur un modèle même d'épargne, si c'en est une, d'outils de travail, où la sortie elle est complètement différente de quelqu'un qui a acheté des actions ou qui a acheté de l'immobilier, quoi. Ça n'a rien à voir. Tiens, j'ai une question qui me vient. Qu'est-ce que t'aimerais, mais demain t'es plus là, ou voilà, qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi, mais surtout de Ocoff, sans être mégalo, mais tu vois, qu'on dise de cette entreprise, qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise d'Ocoff? Moi, basiquement, franchement, si les gens peuvent dire qu'on était
des gens sérieux et honnêtes. Moi déjà de base, c'est ce que j'attends quoi. Parce que c'est quand même un peu dommage quand, à plus forte raison quand t'es plus là, mais il reste des casseroles et c'est les enfants qui doivent les assumer quoi. Là c'est un peu dommage quoi. Donc moi je fais en sorte qu'il n'y ait pas de casserole de base aujourd'hui pour moi, mais à plus forte raison de ne pas en laisser pour la famille ou même les collègues quoi. Enfin tous les collègues qui sont aujourd'hui dans le quotidien, il n'est pas question que parce que moi je me suis fait écraser par un bus, tout à coup on découvre que ah mince le mec il est mort et on peut plus récupérer les cryptos ou ah bah non il y avait la moitié de l'or. Non, t'imagines le truc enfin, mais non je dis ça parce que ça s'est vu hein. Oui. Ça s'est vu quoi. C'est dégueulasse quoi. Donc en tout cas encore merci pour ton précieux temps et je vais pas te lâcher quand même, on finira là-dessus. Moi je ne parlerai plus. Le message ou la citation ou ce que tu aimerais partager ou véhiculer ou voilà. Ah mais je vais boucler sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux experts qui nous entourent. C'est une phrase que je sors assez régulièrement à des jeunes entrepreneurs que je peux côtoyer et qui sur leur domaine précis ont énormément de talent mais qui des fois n'ont pas nécessairement encore suffisamment de confiance en eux parce que la confiance voilà tout le monde n'est pas nécessairement avec et en toute cette cause si on n'en avait pas ça vient un peu avec le temps. En fait globalement les conseillers sont pas les payeurs donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné tu es nécessairement seul face à tes choix et tu dois un petit peu oublier des fois ce que tu avais écouté pour comment dire, ne faire qu'appel aux professionnels que tu es devenu. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, je sais pas, tu vois, t'es passionné par un truc, tu t'es abonné à toutes les revues, tu les lis tout le temps, machin, etc. Mais à un moment donné, il faut que tu le laisses de côté. Et ton métier, tu le connais, tu le déroules. Laisse de côté les revues, laisse de côté les bouquins, tout ça, c'est en toi. Fais-toi confiance, lâche-toi, agis et tu vas voir, ça va bien se passer. Merci. Faudrait refaire une que business. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr.